En attendant, on peut peut-être se présenter rapidement. Alors, moi, je suis Ursula et je suis une des porte-parole d'Oser le féminisme. Et voilà. Euh, Vas-y, Ouidad, je t'en prie. Toi. je m'appelle Vidad et je suis au conseil d'administration d'OLF. Bonjour à toutes, moi c'est Lauriane, je suis aussi au conseil d'administration d'OLF et je suis autrice dans le livre Naissance lesbienne. Bienvenue à toutes. À toutes. On va attendre encore une minute avant de commencer. Après, on pourra y aller, je pense. On a aussi Fabienne et Alix ce soir avec nous qui nous aident à la modération du chat. Alors, comment ça va se passer, c'est que vous avez le micro fermé. Mais si vous avez des questions, des remarques, parce que c'est aussi un partage d'expérience ce soir, n'hésitez pas à le faire dans le chat. On le lit et on vous répondra en direct. Ok. Bah, il est 19h05, je propose de démarrer en attendant que tout le monde se connecte. Mais je vois qu'il y a encore des gens qui arrivent en salle d'attente. Ouais. On a encore 2-3 minutes. Que tout le monde en joigne. Alors, la table ronde sera dispo après sur la chaîne YouTube. Oui, tout à fait. Elle sera dispo ensuite sur la chaîne YouTube. Pour l'instant, on n'a pas encore. On n'est pas à jour dans nos tables rondes sur la chaîne YouTube, mais oui, on les met sur la chaîne YouTube après, donc elle y sera. On peut peut-être démarrer là, qu'il n'y a plus de personnes dans la salle d'attente. Si ça vous va. Allez. Donc on vous propose cette table ronde. Pour cette table ronde, on vous propose 4 grandes parties qui vont guider notre discussion. Donc on va d'abord brièvement vous présenter ce qu'est le livre Naissance lesbienne, qui sort donc. Puis on abordera des grandes thématiques qui nous touchent toutes, à savoir les freins au lesbianisme, la pluralité de nos parcours, ce qu'est pour nous être féministe et lesbienne, et on finira par évoquer toutes les joies qui encadrent nos parcours de lesbiennes. Donc, le livre Naissance lesbienne, c'est un recueil de témoignages de 16 femmes donc, qui ont participé à ce projet qui, à la base, devait être un livret et qui a pris une ampleur beaucoup plus importante que prévu, étant donné que de nombreuses femmes se sont jointes à l'aventure. Et donc, l'objectif de ce recueil de témoignages était de pallier au manque de représentation de témoignages et de représentations de vie de femmes lesbiennes. Et donc, l'idée était de chacune de raconter nos parcours avec les spécificités qui leur sont propres et de faire découvrir ces histoires qu'on aurait aimé lire quand on était petite fille, adolescente ou même déjà femme adulte. Du coup, le livre est officiellement sorti aujourd'hui. Normalement, vous pouvez le racheter sur le lien que ça mettra dans le chat. Ouais, je vous mets tout de suite le lien dans le chat. Le livre, il a été financé par un financement participatif sur Ulule, mais maintenant qu'il est sorti, tout le monde peut l'acheter sur notre Hello Asso, donc n'hésitez pas. Ouais, la campagne de financement a recueilli 10 000 €, je crois, donc qui a carrément explosé nos attentes aussi. Donc c'était une vraie fierté pour l'association d'arriver à mener à bien ce projet en étant autofinancé. Et donc il sera bientôt dans les boîtes aux lettres de celles et ceux qui ont commandé le livre via la campagne de financement. Voilà. Alors on l'a pas dit aussi, mais tout ça c'est aujourd'hui cette table ronde est dans le contexte aussi de la journée de visibilité lesbienne. Le premier rassemblement en France pour le 26 avril, c'était organisé par OLF en 2019.
Et donc, on est très contente de continuer ce matrimoine lesbien avec la table ronde d'aujourd'hui. Et voilà, joyeuse journée de la visite lesbienne à toutes. Cool. Donc, on a une petite question pour vous, pour démarrer cette table ronde. Vous allez la voir dans le sondage Zoom qui va apparaître. Afficher un sondage. Ça arrive, sinon je peux le faire. Ouais, si tu arrives à... Ok. Bon, l'idée, c'est de savoir un peu qui vous êtes pour avoir une petite idée. Voilà, donc en gros, vous le voyez sur vos écrans, la question, elle est toute simple, c'est votre orientation sexuelle. Évidemment, vous êtes toutes bienvenues dans cette table ronde, mais ça nous donne une idée un peu du public qu'on a ce soir. Est-ce que vous êtes lesbienne, hétéro, bisexuelle, ou est-ce que vous ne savez pas, vous posez des questions? Voilà, n'hésitez pas à répondre, on vous laisse un petit peu de temps pour répondre. Et le sondage est anonyme, bien sûr. Oui, tous les sondages sont anonymes, donc n'hésitez pas à répondre. On voit juste le pourcentage à la fin, c'est tout. Est-ce que tout le monde a voté? Vous avez encore besoin de temps ou dites-nous dans le chat si c'est bon. 8%, il y a encore des personnes dans la salle d'attente qu'on vient d'admettre. Oui. Alors, pour les personnes qui viennent d'arriver, on fait un petit sondage. C'est anonyme, on aura juste les pourcentages à la fin. Merci pour vos réponses déjà. Ouais, merci. Alors, je pense qu'on peut mettre le résultat. Hop. Alors, moi, ça a bugué. Je ne sais pas si vous l'avez, vous. Est-ce que vous voyez les résultats? Moi, je le vois. Moi, ça me fait comme si personne n'avait voté. Vous voyez ou pas? Ah ben, apparemment, ça s'affiche, donc c'est... Tu l'as le résultat? Ah, ok, super. Moi, c'est moi, alors c'est parce que je dois être un administrateur, donc je n'ai pas le résultat. Alors, donc on a 46%, ou plutôt 47% de femmes qui ont répondu lesbiennes, 23% hétérosexuels, 20% à peu près bisexuels, et 18% de je ne sais pas. C'est intéressant parce que ça montre quand même qu'il y a pas mal de femmes qui se posent encore la question, et justement, ça va être un des grands sujets aussi de ce soir, en fait, tout ce cheminement, ce questionnement. Merci beaucoup d'avoir voté. Du coup, je pense qu'on peut passer à celle d'après. Voilà. Donc, on vous a glissé quelques extraits de témoignages que vous pourrez retrouver dans le livre Naissance lesbienne. Et donc, celui-ci, en l'occurrence, c'est extrait de mon témoignage. Bon, je vous laisse... je vais vous le lire. Donc, à l'adolescence, accablée par les normes, j'enfouissais en moi les traces de ce que j'avais construit d'indépendance et de témérité. J'enfouissais ce qui aurait dû me prémunir des hommes. J'ensevelissais la petite fille que j'étais. L'hétérosexualité dominante avait réussi à me prendre dans ses filets. Et donc, on a choisi cet extrait parce qu'on viendra, donc, comme on l'évoquait au début pour celles qui sont arrivées ou qui viennent d'arriver, on abordera la thématique des freins au lesbianisme. C'est pour ça qu'on a choisi cet extrait. Alors, donc là, on a encore une espèce de petite question, mais ça se passe sur un nuage de mots, donc je vais vous copier-coller le lien, mais en gros, c'est un peu chiant avec Zoom, on ne peut pas faire de copier-coller directement du chat, donc il faut taper dans votre navigateur l'adresse. Mais attendez, je vous la mets sur Zoom. Ah si, vous pouvez cliquer, voilà, il suffit de cliquer sur le lien. Et donc, notre question, c'est quels sont, selon toi, les freins au lesbianisme? Il faut répondre avec un seul mot pour que ça fasse un nuage de mots. Et vous pouvez mettre plusieurs réponses à la suite, mais juste un mot à la fois, quoi. Donc, un mot à la fois, mais autant de réponses que vous voulez. Alors apparemment, il y a des petits problèmes techniques. Donc l'idée, c'est de cliquer sur le lien que je vais vous remettre. Vous avez un peu plus haut que Ursula vous a mis dans le chat.
Il est marqué que c'est complet. Ça voudrait dire qu'il y a une limite à un code de session. Sinon, vous pouvez mettre les mots dans le chat si vous n'arrivez pas à vous connecter. Et on lira les mots dans le chat. Et donc, l'idée, c'est que les mots qui reviennent apparaissent... ouais, ok. Si vous n'y arrivez pas, je vais taper les mots dans le... Je vais taper les mots que vous me dites. On a invisibilité, patriarcat, injonction à l'hétérosexualité, invisibilité encore, patriarcat, socialisation. Ok. Merci pour vos noms. Dis-moi s'il y a d'autres mots. Absence de normes, phallocratie, hétéronormativité, lesbophobie, invisibilité. Manque d'exemples, ouais, qui revient aussi, manque de modèles. Lesbian shaming, contrainte hétérosexualité. Ouh là là, ça va trop vite. Invisibilité, patriarcat, représentation, ignorance. Ok. Alors, il y a pas mal... Domination masculine. Normativité. Il y a pas mal de mots qui reviennent. Alors, le mot qui revient le plus, du coup, c'est invisibilité. Effectivement. Ensuite, patriarcat, oui, on va dire c'est un peu la cause de tout ça, mais qui a des différents symptômes. Ensuite, on a hypersexualisation, socialisation, porno aussi, qui est pas mal revenu, normes, lesbophobie, okay. Misogynie, ouais, violence masculine aussi, ouais, domination masculine. Voilà, hétéroactivité, effectivement, je vois dans le chat. Ok. Merci beaucoup pour tous ces mots. On va effectivement un peu les mêmes constats qu'on a eus et dont on va vous parler ce soir. Je pense que tu peux changer de truc. Ouais, donc effectivement, on vous a mis, bon, évidemment, ces slides ne sont absolument pas exhaustives et toutes les notions que vous apportez sont évidemment très pertinentes. Et donc, bon, on a choisi d'en nommer quelques-unes déjà, à savoir donc ce qui revient beaucoup, la norme, la représentation majoritaire et donc par opposition le manque de représentation lesbienne, sachant que dans nos sociétés, le couple par défaut, c'est le couple hétérosexuel. Ce qui fait que dès l'enfance, les petites filles grandissent avec ce modèle érigé en norme donc le couple et la sexualité par capillarité. Ce serait une pratique par défaut entre les femmes et les hommes, ce qui fait que dans la culture, donc dans les films, dans toutes les représentations auxquelles on a accès, dans les contes, dans les BD ou que sais-je, à ces modèles qui nous empêchent petites, ou en tout cas nous qui nous ont empêchés. Alors peut-être que ça évolue aujourd'hui. Très très peu, donc c'est toujours facile de dire ça évolue quand on a deux trois exemples, mais c'est c'est vraiment très très lent. Et donc à défaut de représentation, les petites filles lesbiennes sont comment dire, sont empêchées de déployer ces imaginaires-là, d'aimer d'autres petites filles. Et moi, je me souviens que quand j'étais petite, je ne me rappelle pas avoir eu ces modèles-là, et donc je n'ai pas pu penser, voilà, des modèles à qui s'identifier exactement, qui ne nous permettent pas de penser que c'est possible et que du coup c'est ce qu'on vit. Donc du coup on est même amené à s'identifier, je ne sais pas, si on a un caractère un peu fort et qu'on aime grimper aux arbres, on va s'identifier à je ne sais quel héros en pensant que de toute façon c'est quelque chose qui est destiné aux garçons. Et que nous, on ne pourrait pas être une héroïne qui grimpe aux arbres et qui aime les autres petites filles, par exemple, quoi. Oui. Je vous laisse réagir, Ursula, et ajouter. Ouais, c'est tout à fait ça. En fait, il y a souvent cette image qui revient souvent quand on parle
toutes les femmes, mais a fortiori aux femmes lesbiennes, du truc où quand on est enfant et qu'à partir du moment où on a un ami garçon, ou ne serait-ce qu'on on adresse la parole à un garçon, c'est tout de suite notre amoureux, on nous demande toujours si on a des amoureux, etc. Et je donnais l'exemple tout à l'heure justement à ma copine, que quand j'étais pas petite, mais quand j'étais au collège, quand j'avais des copines qui venaient chez moi, on était dans ma chambre, on faisait notre vie, etc. Et le seul pote garçon que j'avais à l'époque, quand il venait chez moi, ma mère m'obligeait à laisser la porte ouverte. Parce que c'était vraiment le présupposé que une relation entre une fille et un garçon est forcément sexuelle, en fait, est forcément sexualisée de base. Et il y avait comme un danger qu'il y ait des contacts sexuels avec lui, et pas du tout avec mes copines. Ça, par contre, c'était totalement impossible, quoi. Et en plus de ça, la possibilité lesbienne est presque inexistante en fait. C'est même pas qu'on, que, qu'on a du mal à accepter notre lesbianité, même la possibilité d'être lesbienne n'existe pas en fait pour nous. C'est tellement invisibilisé et face à toutes ces contraintes, à toute cette pression, injonction à avoir des amoureux, à voir que tout le monde autour de nous fonctionne comme ça, même la possibilité d'être lesbienne est tellement loin de la majorité des femmes, en fait, y compris lesbiennes. Oui, et Claudine dit dans le chat absence de modèle d'histoire aussi. J'imagine enfin, bien évidemment, ça rejoint l'invisibilisation des femmes de manière générale dans l'histoire. Alors, je ne sais pas si c'est ce à quoi vous faites référence. Je pense que c'est peut-être aussi, tu vois, dans les contes ou les Disney, c'est inexistant. C'est toujours fille-garçon, toujours. Et c'est un truc hyper présent auquel tu t'identifies quand tu es enfant. Les dessins animés, tout cet imaginaire-là enfantin. Comme disait Ouidan, en fait, c'est rendu invisible au point qu'on ne puisse pas le penser, en fait. Tu peux pas du tout penser que ça... Le penser comme possibilité. C'est même pas... Je trouve, en tout cas, que dans la société dans laquelle on est, il y a un rejet de l'homosexualité masculine comme quelque chose, en fait, vraiment sale ou que sais-je, contre nature, alors que l'homosexualité lesbienne, c'est carrément... ça n'existe pas. Voilà. Donc, tu peux même pas te construire... en te disant, OK, alors ça existe, mais c'est rejeté par la société, c'est carrément invisible. Oui, bien sûr. On grandit avec un espèce de formatage, de martelage à travers les dessins animés, notamment, ce que dit Déborah, les livres, enfin, je veux dire, raconter des histoires aux enfants aujourd'hui, enfin, imaginer des histoires égalitaires, des histoires entre petites filles et tout, c'est un vrai combat d'arriver à trouver ce genre de récit à raconter aux enfants. Et il arrive aussi que quand des militantes lesbiennes offrent les peu de livres qui existent sur ce genre d'histoire, on les accuse d'offrir des livres de PD aux enfants ou ce genre de trucs. Enfin, ça, c'est une anecdote d'une copine qui a raconté ça. Enfin, on est dans un truc... une volonté vraiment enfin, une violence, en fait. Un empêchement de raconter d'autres histoires aux enfants, surtout pas, quoi. C'est perçu vraiment comme dangereux, quoi. Ouais. Enfin, c'est une personne, heureusement, pas tout le monde. Oui, c'est ça. En fait, ils pensent qu'on est en train d'essayer de convertir des enfants à être homosexuels, alors que ça leur vient pas à l'idée qu'en fait, on convertit les enfants à être hétéros depuis tellement longtemps que ça, par contre, ça pose pas de problème, quoi. C'est exactement ça, la contrainte à l'hétérosexualité. C'est presque une conversion forcée de toute la population à l'hétérosexualité, en fait, sans aucune possibilité d'autre chose. Et ça explique aussi pourquoi euh, certaines adolescentes qui vont avoir des sentiments ou des attirances envers d'autres filles de leur âge vont vraiment complètement mettre ça sous le tapis. Tellement enfin, le confondre avec de l'amitié jusqu'à en fait être plus adulte et pouvoir vraiment se défaire un petit peu de la contrainte à l'hétérosexualité. Ouais.
c'est vraiment une entrave, en fait, à la possibilité lesbienne, cette contrainte-là. Ouais, complètement. Au même titre que de faire du mot lesbienne un mot à ne pas prononcer ou à dissimuler derrière le mot homosexualité. Enfin, je veux dire, on supprime des mots, on supprime des idées. Enfin, c'est vraiment pas du tout anodin, quoi. Tout à fait. Ouais, je pense que tu peux passer à la prochaine slide parce que ça rejoint un commentaire qu'il y a dans le chat. Alors, aussi dans l'hétérocaptivité, il y a toute cette idée que la valeur d'une femme est indexée à l'intérêt que lui portent les hommes. On est vraiment poussé vers l'hétérosexualité parce qu'on est des femmes. Donc, c'est en lien avec toute cette misogynie et cette chosification des femmes dans la société en général. Ça nous chosifie, donc ça nous pousse vers l'hétérosexualité parce que plus on aura plus on sera l'objet de désir des hommes, plus on sera valorisé en société. Donc ça nous pousse à rester dans cette hétérosexualité et donc à être hétérocaptive parce qu'en fait, c'est ça qui nous donne de la valeur, c'est ça qui est censé nous flatter, c'est ça qui est censé être valorisant pour nous en société que d'être attirante pour les hommes. Donc, comme on nous apprend à désirer le désir des hommes, et ben, ça efface, mais ça, toutes les femmes, ça efface en fait et invisibilise complètement le désir des femmes, et on ne sait même pas en fait ce qu'est notre désir à nous. Et donc, si ce désir-là, il est lesbien, comment le savoir en fait, parce qu'on nous a appris à désirer le désir des hommes. Donc c'est un élément de plus de cette hétérocaptivité. Et donc, pour citer Gail Dines, qui est une très grande féministe, elle dit donc les femmes peuvent choisir. Donc elle choisit évidemment d'utiliser le mot choix là-dedans d'une façon assez ironique. Hein, vous le comprendrez dans la citation, mais les femmes peuvent choisir d'être baisables ou invisibles. Donc c'est deux choix en fait aussi. C'est des non-choix en fait parce que personne ne veut être invisible. Donc on est poussé à être baisable. Et donc être baisable, ça veut dire quoi? Ça veut dire être hétéro en fait. Voilà. Et c'est encore plus un non-choix quand il s'agit d'adolescentes, en fait, qui sont en train de se construire, justement d'exister. Et quand on leur donne ces deux choix, c'est très vite premier qui est fait, en fait, parce que à cet âge, on ne veut pas ne pas exister, justement. Et du coup, quand on est lesbienne, ça peut pas coexister en fait avec le fait d'être désiré baisable en fait par les hommes. Donc ça, c'est encore une autre contrainte qui se rajoute pour pousser en fait à se cacher, à mettre de côté donc son désir lesbien. Oui, avec tout. Ouais. Je me rappelle d'un truc qui est... Oh, pardon, Lauriane. Non, vas-y, j'essaie de suivre un peu la conversation dans le chat aussi, mais effectivement, okay. il y a toute une série de clichés affreux oui, qui dit que les lesbiennes sont forcément moches ou qu'aucun homme ne veut d'elles. Enfin, comme si c'était vraiment l'apogée de nos existences, en fait, d'avoir un propriétaire. Voilà. Je te laisse parler celui-là. Ouais, mais en fait, je suis en train de me dire que ce que je voulais dire, c'était peut-être plus après l'extrait qu'on va voir. Donc, je garde mon truc tout à l'heure. Bah, si vous voulez, on peut passer, sauf si vous avez d'autres choses, on peut passer à l'extrait. Allons-y. Ouais, il y a un petit truc technique à faire. Ah, c'est bon.
Voilà, c'est bon, Wida, de toute façon, après, c'est la fin. Alors, ouais, j'avais mis cet extrait parce que pour moi, il est extrêmement parlant. Je pense qu'on a toutes compris. Enfin, si vous ne l'avez pas vu, La naissance des pieuvres, pardon, je vous le conseille, c'est vraiment un très beau film. Moi, c'est un film qui m'a beaucoup marqué dans ma construction de femme lesbienne. Ça m'a beaucoup parlé parce que j'ai vraiment en tout point vécu ça quand j'étais ado. Donc, je pense que beaucoup de femmes peuvent se retrouver là-dedans. Mais vraiment, en fait, cette idée que les désirs lesbiens ne sont qu'une espèce d'objet d'excitation pour les hommes, en fait. Et ne sont pas une sexualité, mais que ce n'est pas une sexualité légitime en tant que telle, que ce n'est pas une sexualité euh, en fait, qui est une orientation sexuelle, en fait, que c'est juste une espèce de fantasme pour hommes, ou un jeu pour leur regard. Et c'est hyper destructeur pour la confiance qu'on peut avoir dans ces élans lesbiens. Et on le voit à la fin de la scène, le personnage de la fille qui est clairement complètement amoureuse de celle qui est jouée par Adèle Haenel. On voit cette espèce de fissure à la fin. Voilà. Je crois que c'était une scène qui capturait bien ce qu'est l'hétérocaptivité et voilà, tout ça. Oui, bien sûr, un autre point qu'on voulait aborder aussi brièvement, c'est la question de lesbophobie intériorisée. Alors, je ne sais pas si chacune d'entre vous a déjà entendu ce terme, mais l'idée, c'est que, ayant grandi dans une société profondément misogyne et lesbophobe, il arrive en fait assez fréquemment que même des femmes lesbiennes ont cette lesbophobie intériorisée, cette espèce de rejet de ce qu'est le lesbianisme en réalité, puisque c'est tellement réprimé que finalement, il y a ouais, bien sûr, tout à fait, la honte et... Enfin, oui, ce sentiment ouais, de honte, en fait, qui fait qu'on est amené, même vis-à-vis de nos propres histoires, de ne pas penser, de ne pas penser le lesbianisme comme quelque chose de tout à fait normal, de absolument pas déviant ou quoi que ce soit. Enfin, moi, en tout cas, encore une fois, je prends l'exemple, enfin, mes propres exemples pour en parler, mais moi, il m'est arrivé d'avoir ce sentiment vis-à-vis d'une copine au lycée qui était un peu la seule lesbienne officielle, quoi, parce que enfin, je sais pas, pour vous, Ursula et Widam, il y a toujours une copine qui a eu le courage de le dire, et franchement, c'est des regards, Alors moi, c'était zéro. Ah, c'était zéro, ok. Bah... Zéro. J'ai grandi en 93, c'était zéro et ça a pas mal joué aussi là-dessus. Ouais. Oui, bien sûr, ça joue. Et donc, du coup, il y a de ces choses. En tout cas, moi, j'ai eu une éducation Il y a aussi misogyne, celle en qui fait. est assimilée, qu'on voit comme lesbienne, mais on ne sait même pas si elle l'est ou pas, parce que enfin, souvent, une jeune fille qui va être un peu masculine, et directement, on va avoir de la lesbophobie, elle va être insultée, elle va faire... Donc, déjà, enfant, on comprend qu'il ne faut pas aller vers ça, même si on ne sait même pas, enfin, en tout cas, moi, je ne savais pas si cette fille était vraiment lesbienne ou pas, je savais juste qu'elle était un peu plus masculine. Et, euh, et déjà, on vous dit, vous savez très bien que c'est pas bien, en fait. On vous dit que c'est pas bien, faut pas aller vers ça. C'est- Puis c'est une insulte qui est souvent faite aux féministes en Ouais. général. Voilà, en fait, on est féministe parce qu'on est lesbienne, donc du coup, c'est pour ça qu'on déteste les hommes, etc. Et pas... Alors que quand j'y réfléchis, je me dis il y a beaucoup plus de chances, je sais pas s'il y a beaucoup plus de raisons euh, de. Enfin, je reformule la phrase. Je pense que les femmes en relation avec des hommes ont d'autant plus de raisons d'être saoulées quoi, par le patriarcat et donc autant de raisons d'être féministe. Mais il y a vraiment ce truc, c'est vu ouais, comme une façon de délégitimer les femmes dans leur pensée en fait. Ah, mais c'est parce que t'es féministe, mais oui, mais t'es une lesbienne. Donc c'est une figure de rejet en fait aussi. Ouais, mais c'est surtout hyper, c'est hyper parlant en fait de dire ah mais oui mais vous êtes lesbienne et donc enfin vous êtes féministe parce que vous êtes lesbienne mais du coup comme si tout avait à voir avec la sexualité quoi que si enfin en fait c'est juste l'aveu que dans cette société c'est forcément une relation entre enfin le fait de revendiquer de ne pas être piétiné au quotidien c'est forcément un truc qui serait complètement séparé de toute comment dire euh,
enfin, comme si le féminisme était forcément lié au fait d'aimer les femmes, certes oui, mais c'est au-delà de ça, c'est juste une question de respect. Enfin, ça n'avait rien à voir avec le fait d'être attiré ou pas par des femmes, quoi. Enfin, c'est... Ouais, mais surtout, c'est vraiment utilisé comme une insulte et même comme une façon de dissuader aussi les femmes d'être féministes. C'est un peu comme une menace, en fait. On vous menacez de vous traiter de lesbienne si vous avez des opinions un peu trop féministes. Donc oui, dès le début, il y a le rejet total, il y a la lesbophobie, en fait, totale. Vu que du coup, dans cette société, aucune femme n'a vraiment envie d'être lesbienne. Vu que enfin, c'est ça. On pourrait se comme ça que je le vois. Oui, et enfin, parallèlement à ça, on a aussi dans les milieux militants une espèce de... Enfin, je rebondis un peu sur une remarque dans le chat, difficile d'être hétéro et féministe. En même temps, il ne s'agit absolument pas de dire qu'on ne peut pas être féministe si on est hétéro. Enfin, je veux dire, on est quand même au courant qu'on ne choisit pas sa sexualité, quoi. Donc, du coup, enfin, je veux dire, il ne s'agit absolument pas de dire être bonne féministe, être féministe jusqu'au bout, c'est être lesbienne, parce que du coup, il y a zéro relation avec les hommes. Enfin, je veux dire, c'est pas une question d'être une bonne féministe ou pas, en fait. On fait comme on est, et avec ce qu'on a à disposition émotionnellement, et voilà, enfin, tout est possible, quoi. Oui, après, je pense que c'est effectivement difficile, peut-être pour les femmes hétéras, d'être en couple avec des hommes, et ça va plus à voir avec le comportement des hommes que vraiment avec l'orientation sexuelle, quoi. C'est plutôt, ouais, ça, c'est sûr que ça va pas. C'est compliqué, hein, on le voit autour de nous, hein. C'est clair qu'il y a beaucoup de femmes féministes qui ont du mal, du coup, à. Ouais, Mais bon, c'est. Oui, bien sûr. Mais Bon courage à vous. Je précise ça pour, Oui, par bien sûr. sororité, en fait. Oui, Enfin, je veux dire, évidemment qu'on a conscience que c'est beaucoup plus dangereux de vivre avec des hommes que de vivre avec des femmes, mais juste, on fait comme on peut, quoi. Enfin, je veux dire, oui. Juste pour revenir sur, moi j'ai jamais vu le film, mais je sais pas pourquoi cette scène, pour moi, ça me montre plus de la lesbophobie. Enfin, je sais pas si le personnage du coup qui a joué Daniel était lesbienne ou pas, derrière cela, mais du coup, ça me rappelle des scènes aussi où des filles lesbiennes vont, enfin, devant leur, vont en fait montrer un intérêt ou un désir envers les hommes avec leur amoureuse, un peu comme pour les pousser en fait à partir. Enfin, pour moi, c'est la lesbophobie intériorisée, un peu comme si on mettait de la distance avec son amoureuse parce que, enfin, en montrant qu'on a du désir pour les hommes, en essayant de séduire des hommes pour, pour faire exploser en fait la relation. Alors, je vais pas vous spoiler le film si vous l'avez pas vu, mais pour moi, la question, clairement, Enfin, oui, en fait, justement, le film soulève vraiment toutes ces thématiques dans le personnage d'Adèle entre lesbophobie intériorisée, obsession du male gaze. Enfin, c'est vraiment... ouais, tout ça est est montré dans le film. Bon. Après, c'est une question d'interprétation. Moi, j'ai mon interprétation sur son personnage. Ouais. Et après, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les témoignages, notamment d'adolescentes qui, leurs premières histoires, ils vont voir ce genre de comportement, ou vont avoir elles-mêmes ce genre de comportement, ou en fait, presque à la recherche oui, d'être remarquées par les hommes et de montrer en fait qu'on cherche ça. Alors qu'on est lesbienne et, et sans le cacher en fait à son amoureuse. Tu veux dire comme une façon un peu d'annuler la possibilité lesbienne, c'est-à-dire Voilà. ouais, de repousser l'autre. Ouais, C'est presque pour titiller, mais c'est vraiment, je le vois comme de la lesbophobie intériorisée. Ouais, c'est vrai. Une façon de pousser l'autre en fait. Parce que évidemment, on n'a pas envie de voir son amoureuse essayer de séduire des hommes. Ouais. Bah, je pense qu'on va passer à la slide suivante parce que c'est un peu en rapport avec ça. Alors, donc, c'est l'hypersexualisation. Parce qu'en fait, c'est les deux faces de la même pièce, hein, ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire le rejet de cette figure lesbienne comme une espèce de figure repoussoire, mais aussi la captation
de la figure de la lesbienne comme objet de fétichisation par les hommes. Et on le voit à travers la pornographie et ce qu'on appelle la porn culture. Donc, c'est comment la pornographie enfin, de façon insidieuse présente dans la culture populaire, les séries, les cinémas, même la publicité, enfin, tout ça. Et donc, la sexualité lesbienne est vue à travers ce regard-là que comme un moyen d'excitation masculine. Donc, ça rejoint l'extrait là, de La naissance des pieuvres. Euh, et ça délégitimise encore une fois le fait d'être lesbienne comme une sexualité. Et aujourd'hui encore, lesbienne, c'est une des catégories les plus recherchées sur Pornhub. Sur le continent américain en entier, c'est le numéro 1. Et jusqu'à il y a très peu de temps, je crois qu'il y a 2-3 ans, Google, sous la pression des féministes, fait en sorte que quand on tape lesbienne ou lesbienne dans Google, en fait, il y a des résultats qui ont à voir avec le fait d'être lesbienne, parce qu'avant, c'était que de la pornographie. Et jusqu'à maintenant, là, par exemple, pour vous donner un exemple très concret, en faisant des recherches en cherchant des extraits de La naissance des pieuvres dans YouTube pour trouver des extraits pour ce webinaire, en tapant à la seconde où je tapais un truc qui était lesbienne ou lesbienne, je sais pas quoi, c'était des trucs porno, enfin semi-porno parce que c'est YouTube, mais bon, des trucs sexuels. Et jusqu'à maintenant, c'est un mot interdit sur Facebook, par exemple, pour créer des pages. C'est un mot qui est tagué en fait par Facebook comme un mot qui est en rapport avec la sexualité. Donc voilà. Et d'ailleurs, on le voit dans les études qui sont faites sur les violences lesbophobes qui ont lieu dans la rue. Souvent, en fait, les violences lesbophobes sont un caractère sexuel. Donc, ça va être de l'ordre du mec qui va dire est-ce que je peux vous rejoindre? On peut faire un plan à trois. Enfin, je pense que toutes les lesbiennes ont entendu ce type de conneries. Mais c'est extrêmement présent, ce qui n'est pas présent hein, dans l'homophobie contre les hommes. Les personnes homophobes contre les gays ne leur demandent pas de faire des plans à trois, quoi. Alors que nous, ouais, c'est vraiment ramené à une sexualité à travers le regard des hommes pour les hommes. Et donc, ça rejoint un peu ce qu'on disait, enfin, ce que tu disais, Oui Dad, où moi, perso, c'est exactement ce que j'ai vécu quand j'étais adolescente. C'est-à-dire que, clairement, j'étais amoureuse de ma meilleure amie, hein, le gros cliché lesbien. Mais en soirée, ben, c'était systématiquement ça. Elle allait vouloir qu'on s'embrasse devant les mecs, donc pour attirer les mecs. Mais à côté de ça, bon, bah, voilà, c'était comment dire, l'impensé et le truc impossible, enfin, auquel qui n'était même pas adressé en fait. Mais c'était que à travers le regard masculin. Et du coup, ben, pour moi, ça va complètement délégitimer mes sentiments et mes désirs en me disant, en fait, c'est pas une orientation sexuelle, quoi. C'est juste un truc pour exciter les mecs, quoi. Tout était à travers le regard des hommes. Donc, ça focalise tout sur l'hétérosexualité, quoi. Et ce que je voulais dire, j'ai vu dans le chat aussi des commentaires qui disaient que la sexualité lesbienne, c'est considéré comme du touche-pipi, tout ça, que c'est pas de la sexualité. Complètement. Et d'ailleurs, c'est un truc qui est extrêmement présent dans la pornographie, où les deux femmes voilà, elles sont à peine en train de se caresser, genre avec une plume. Et là, évidemment, l'homme arrive. Et donc là, il y a le truc pénétratif qui est considéré comme la vraie sexualité. Et sans ça, en fait, c'est du truc d'enfant, quoi. C'est de la fausse sexualité. Et, et ouais, tout est vu à travers bon, ce truc très phallocrate et très patriarcal, quoi, au final. Mais il y a même pire que ça, oui, des gens qui considèrent que les lesbiennes qui n'ont jamais eu de relation sexuelle avec des hommes sont vierges. Ce qui est juste complètement fou. C'est-à-dire que on considère que la vraie relation sexuelle, c'est une relation où il y a par définition un homme. Donc s'il n'y a pas d'homme, c'est juste, comme tu dis, Ursula, des touches pipi ou quelque chose pour exciter les hommes en plus. Donc ça fait que oui, il y a une totale délégitimisation de la sexualité lesbienne, en plus de la représenter très très mal à travers la culture populaire et la culture porno en fait. Oui. Oui, il y avait une remarque intéressante dans le chat aussi, c'était de la question essentielle de dire hein, qu'est-ce qui nous appartient aussi dans notre sexualité, sachant qu'on a baigné dans la propagande hétérosexuelle depuis l'enfance, à travers, mais pas que la pornographie, hein, les films qu'on appelle comédie romantique aujourd'hui, c'est bourré de propagande du viol aussi, et c'est que des modèles hétérosexuels. Alors du coup,
on est légitime à se demander qu'est-ce qui en réalité, dans nos désirs, nous appartient, qu'est-ce qui nous a été martelé, qu'est-ce qui nous a été mis dans le crâne. Enfin, c'est vraiment une vraie question et franchement, moi, j'ai pas de réponse toute faite malheureusement, mais en tout cas, comme certaines l'ont mentionné dans le chat, effectivement, le fait de se poser la question déjà, c'est déjà travailler à éviter le male gaze et à essayer de le dissoudre en fait. Oui, je pense que c'est un vrai apprentissage et une déconstruction de tout ce qu'on nous a mis dans le crâne, d'apprendre à se foutre de leur regard. C'est très long et je pense que c'est bien pour toutes les femmes, hein, vraiment, hein, pas que pour les lesbiennes, hein, évidemment. Mais Oui, bien sûr. ça libère un truc de fou, ouais, de défaire, d'enlever ce regard qui soit plus là, en fait, ce regard des hommes sur nous. Voilà, de plus le sentir et tout, c'est vraiment un chemin libérateur. Je vois que dans le chat, il y a un commentaire d'Alexine qui est intéressant. Elle dit, ça excite les hommes quand tu annonces que tu es lesbienne, ils veulent participer alors qu'on ne veut pas ça. Ben oui, en fait, par définition, par définition, notre sexualité les exclut. C'est quand même hallucinant, en fait, cette volonté de coloniser tous les espaces qui leur sont refusés, quoi. C'est-à-dire, quand tu marches dans la rue avec ta copine et que tu as le mec qui te dit on fait un plan à trois, non, en fait, par définition, non. Et ça, voilà, c'est un truc qui est omniprésent. Je pense que les lesbiennes ce soir doivent le savoir sur les applis de rencontre où bien la moitié enfin, bon, j'exagère, mais c'est ma tendance à l'exagération, mais une bonne partie des personnes qui sont présentes sur les applis de rencontre, c'est des couples qui veulent des plans à trois. Et tu poses la question à des hommes gays sur Grindr, à aucun moment, il y a des hommes qui sont hétéros en couple avec des femmes qui cherchent des plans à trois. Enfin, ça n'a aucun sens. C'est vraiment que les lesbiennes qui sont vues comme interchangeables quand homme, femme, on s'en fout. Et je rajouterais même qu'il y a des profils d'hommes, enfin les applis de rencontre lesbiennes grouillent de profils d'hommes, même sans parler des couples. C'est juste, ouais, c'est incroyable cette insolence en fait de venir vouloir s'introduire dans une sexualité qui par définition n'inclut pas les hommes. Et il y a aussi cette connotation hyper sexualisée du mot lesbienne, ça explique aussi pourquoi certaines femmes refusent en fait d'utiliser ce mot, vont dire plus qu'elles sont gays ou autres. C'est même le mot en fait devient... il y a un rejet, même quand on a accepté qu'on est lesbienne, un rejet en fait de se définir par un mot qui est la première catégorie sur les sites porno. C'est très compliqué. Moi, c'est éminemment patriarcal en fait de vouloir capter coûte que coûte tout ce qui se refuse à eux. Ouais, c'est une démarche, c'est très lié à la culture du viol en fait, hein, très clairement. Hein. C'est ça, hein, ça, c'est de l'ordre, en tout cas symboliquement, tout ce truc autour de la pornographie, du mot lesbienne numéro un, symboliquement, c'est de l'ordre pour moi des viols correctifs en fait, hein, qui ont lieu pendant des siècles contre les lesbiennes, où c'est voilà, symboliquement, on cherche à pénétrer ces figures de femmes lesbiennes et donc à effectuer des viols correctifs. Ouais. Je pense qu'il faut passer à la suite. Merci à toutes qui échangent aussi excuse-moi, Ouidat, dans la conversation pour donner des références, expliquer une notion de male gaze et pour vos témoignages aussi. N'hésitez pas à faire un tour dans le chat aussi. Ensuite, en définant au lesbianisme, on retrouve aussi les violences sexuelles qui sont quand même très très répandues dans nos sociétés. Il y a des études qui disent qu'entre 2 et 3 filles sur 5 ont subi des violences sexuelles dans l'enfance. Donc c'est vraiment une épidémie de violences commises contre les femmes. On sait depuis une trentaine d'années que ces violences sexuelles ont des impacts très très graves sur tous les aspects de la vie des femmes et des filles qui les subissent. Donc, on appelle ça des psychotraumatismes. Je vous invite d'ailleurs
à consulter les travaux de la docteure Salmona, donc une psychiatre en France qui est du coup une des expertes sur le sujet. Donc en fait, ces psychotraumatismes, ça impacte le bien-être, les relations sociales, les relations, enfin, les relations et la vie sexuelle, le travail, en fait, tous les aspects de la vie des filles qui les subissent. Et euh, quand on est, et un des impacts aussi, c'est, enfin, sur le point de vue sexuel, c'est le fait que, vu qu'on a été agressé ou violé donc, par des hommes, on peut développer des confusions sur son orientation sexuelle et aussi avoir des impacts en fait sur son désir, sur l'excitation. Et donc, ça peut nous pousser vers l'hétérosexualité, en plus de tout ce qu'il y a sur la contrainte donc à l'hétérosexualité. Les violences aussi sexuelles poussent les femmes à ne pas en fait arriver à écouter leurs désirs, vu qu'elles souffrent de psychotraumatisme, et à aller automatiquement vers l'hétérosexualité. Voilà. Oui, en fait, comme les femmes sont, enfin les filles pour le coup et les femmes a fortiori, enfin, qui deviendront des femmes, sont beaucoup plus impactées par les violences sexuelles. Statistiquement, on est beaucoup plus victimes de violences sexuelles que les hommes. Ça a un effet sur nos sexualités à long terme, fatalement. Et donc sur la possibilité, sur l'effacement de notre désir, sur le fait de ressentir du désir, la dissociation, bref, donc ça a des impacts sur, encore une fois, cette possibilité lesbienne. Oui. Et en plus, oui, vu que souvent ces violences sont dans l'enfance, les femmes qui les subissent peuvent, donc c'est leur premier, même si c'est des violences, c'est le premier contact sexuel, mais qui est évidemment de la violence, peut les faire croire aussi qu'elles sont hétéros, vu que il n'y a pas, en fait, les violences sexuelles viennent vraiment couper totalement et arrêter une construction sexuelle qui viendrait se passer donc, de façon graduée avec des personnes de son âge. Là, vraiment, tout est coupé et on a direct la violence commise donc souvent par des hommes, évidemment, qui vient arrêter ce qui aurait pu être en fait une découverte lesbienne à l'adolescence. C'est très grave. Pardon. Et oui, ce que précisent les travaux de Muriel Salmona, c'est aussi tout un panel de ce qu'elle appelle les comportements à risque, qui sont notamment pour certaines femmes qui ont subi des violences sexuelles, il y a un mécanisme qu'on appelle de dissociation, qui est un mécanisme de défense lorsqu'on vit une violence, mais qui s'apparente à une drogue en fait, mais et qui amène des victimes de violences sexuelles à reproduire ce phénomène de dissociation traumatique et qui, du coup, peut se manifester par plein de symptômes, notamment les addictions à des substances, à des drogues, quoi, ou notamment à reproduire des situations de violence sexuelle, en fait, qui sont... Enfin, c'est toutes les copines qu'on connaît qui nous disent non, mais c'est juste pour un soir ou ce genre de choses et qui vont voir des cas qu'elles ne connaissent pas ou qui prennent des risques en fait littéralement. Et ça, c'est des choses qui sont expliquées par Muriel Salmona et je vous invite vraiment à consulter son site internet. Elle l'explique parfaitement et voilà, c'est des choses à prendre en compte aussi dans nos parcours de femmes lesbiennes et pas lesbiennes d'ailleurs. Oui, c'est ce que Muriel Salmona appelle le fixe traumatique. Donc, c'est une espèce d'addiction, effectivement, à la dissociation. Et donc, elle décrit ça comme le fait de chercher, évidemment, c'est inconscient, hein, c'est quand on maîtrise et on se rend compte de tout ça, l'analyser, ça prend beaucoup de temps, c'est très long. Et donc, on va chercher à se faire disjoncter, parce que c'est vraiment une addiction en termes vraiment cérébrales, c'est des choses qui sont visibles à l'IRM, hein.
Et donc, on va chercher à se remettre dans cet état dissociatif, un peu comme une drogue pourrait nous plonger dans un état dissociatif. Et donc, ça peut durer très longtemps, où on va se remettre en situation de violence, la même situation de violence qui nous a été imposée au départ, par le truchement de ces psychotraumatismes, effectivement. Oui. Donc oui, c'est encore un autre frein à la découverte de son lesbianisme et le fait de vivre son lesbianisme. Donc ensuite, on passe sur la deuxième partie de notre présentation, enfin, de notre table ronde, donc, sur la pluralité des parcours lesbiens. Donc là, on vous propose un extrait d'un témoignage d'une livre naissance lesbienne que je vais vous lire. Je ne m'étais jamais interrogée sur mon attirance pour les femmes ni sur mon désir d'être en couple avec une femme. J'ai alors vécu une relation hétérosexuelle pendant plusieurs années, tout en côtoyant de plus en plus de filles et de femmes lesbiennes. J'aimais leur présence sans mettre de mots sur ce que je ressentais. Et ensuite, on a une question à vous proposer. Alors, je peux m'en occuper si tu veux. Je vais le lancer, t'inquiète. Alors, donc c'est une petite question. Là, je vais ouvrir le vote. La question, donc, c'est que pour celles qui sont lesbiennes ou bisexuelles, ou en tout cas qui ont des relations avec des femmes, est-ce que vous avez pu vivre des relations amoureuses avec d'autres femmes dès votre adolescence? Donc, c'est simple, c'est oui ou non. Est-ce que vous avez eu la possibilité d'avoir en fait ces expériences lesbiennes dès votre adolescence? Alors, c'est quoi une relation platonique ou pas? Amoureuse, quoi. Sexuelle, pas forcément, mais en tout cas amoureuse. Voilà, c'était précis. On a déjà plus de 70% de réponses négatives. Ouais. Okay. Ça m'étonne pas trop. Alors, je vais mettre fin au vote. Est-ce que tout le monde a pu répondre? Dites-moi un peu dans le chat. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors, je mets fin au vote. Ah non, c'est pas bon pour tout le monde. On attend un peu. Je n'ai pas d'affichage. Alors, ça, je sais pas trop du coup. Peut-être sur téléphone, ça doit peut-être être différent. Alors, bon, je mets fin au vote quand même parce que... Et c'est vrai que ce serait intéressant, comme dit Constance dans le chat, de voir l'âge des répondantes, parce qu'effectivement, en fonction de nos générations, c'est pas les mêmes conséquences. Enfin, ça dépend aussi de où est-ce qu'on grandit, dans la grande ville ou pas, notamment. Et effectivement, les questions générationnelles sont importantes. Alors du coup, le résultat, c'est qu'il y a 76% de femmes qui ont répondu non et 24% qui ont répondu oui. Donc il y a une grande majorité de femmes qui n'ont pas pu vivre de relations amoureuses avec d'autres femmes dès leur adolescence. Et donc on va en parler maintenant, justement. Donc, en fait, il y a une croyance un peu très répandue de croire en fait que qu'on découvre son homosexualité ou sa lesbianité vers l'âge de 13 ans, qu'on commence en tout cas à être complètement conscient de son désir envers les filles et aller à la recherche de relations avec elles, comme font d'ailleurs les filles hétéros ou les garçons. Et c'est évidemment complètement faux. Et on a des études aujourd'hui qui nous le montrent, le sondage nous le montre, mais aussi des études dans une étude de Natacha Chepouty, qui donc, a étudié les parcours de lesbiennes en France au début des années 2000. Et dans son étude, elle classe ces parcours en trois parcours. Donc, le premier, c'est un parcours, c'est le plus rare et c'est un peu celui qu'on croit le plus répandu, où donc on découvre vraiment sa légitimité très tôt et on arrive à la vivre pleinement dès le début. Donc, son étude montre que ça, c'est très, très rare. Et le parcours le plus majoritaire dans son étude, c'est un parcours qu'elle appelle progressif,
où on commence d'abord sa vie amoureuse et sexuelle par des relations hétérosexuelles et les relations lesbiennes n'arrivent que plus tard, souvent à la vingtaine ou même vraiment beaucoup, beaucoup plus tard. Donc là, en fait, ça nous montre un peu le pouvoir de la contrainte à l'hétérosexualité, à quel point, de la lesbophobie aussi, à quel point ça nous empêche vraiment de vivre notre lesbianité à l'adolescence, un peu comme le font les personnes hétérosexuelles, et qu'on a besoin d'un temps de de construction, de découverte de soi avant d'arriver enfin à expérimenter pleinement des relations lesbiennes. Voilà. Je ne sais pas si Ursula et Lauriane, vous avez des choses à rajouter. Oui, effectivement, en fait, c'est souvent, je pense aussi, cette idée et cette non-représentation des lesbiennes, et en tout cas, quand elles sont représentées, c'est toujours représenté comme des lesbiennes très affirmées très tôt, qui nous empêche, même quand, enfin, je parle pour mon cas, j'ai toujours été très consciente que j'étais attirée par les femmes. Mais au fur et à mesure d'être coincée dans l'hétérocaptivité, c'est comme si on a l'impression que c'est plus possible, en fait. On peut plus revenir en arrière. C'est pas vraiment la bonne expression parce qu'on revient pas en arrière, mais justement qu'on peut plus justement aller de l'avant plutôt et arrêter l'hétérosexualité, même si on voit bien que ça nous convient pas. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. J'ai toujours été très consciente que j'étais attirée par les femmes. Et donc, je disais que j'étais bisexuelle sans agir sur mon désir pour les femmes et être complètement dans une passivité à être, voilà, à répondre aux désirs des hommes. Et moi-même, à pas vraiment avoir de désirs autres que traumatiques. Hein, ça rejoint un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Et, euh, et du coup, enfin d'ailleurs, désir traumatique, pas du désir, mais situation traumatique, on va dire. Et donc, on va aussi en discuter plus tard, mais c'est vraiment en fait le féminisme que ça m'a apporté de me dire, de déconstruire cette omniprésence du regard masculin, d'apprendre à n'avoir plus rien à foutre. Et donc, du coup, de fait, de plus accorder une quelconque importance, en tout cas, essayer de plus accorder une quelconque importance au regard masculin, je me suis rendu compte que je regardais que les femmes, en fait. Hein, c'était évident depuis toujours. Mais il y a ce truc de la rivalité féminine qui est tellement orchestrée entre nous que j'ai toujours regardé que les femmes, mais en me comparant, en fait. Me comparant en pensant au regard masculin, qui serait la plus belle d'entre nous, machin truc, pour le regard masculin. Et à force de n'en avoir plus rien à faire du regard des hommes, et ben, je regardais toujours autant les femmes. En fait, ça n'avait pas changé. Et c'était d'autant plus évident que pour pouvoir aller vers ces désirs de toujours, il fallait que je me détache complètement de cet attachement aux hommes, ce qu'appelle Adrienne Rich l'identification aux hommes, et aller vers quelque chose qui était enfin moi, et plus juste une construction sociale, en fait. Ouais. Il y a une remarque de Valérie dans le chat d'une dimension qu'on n'a pas évoquée, mais c'est vrai que l'injonction à la maternité aide pas non plus à échapper au système hétérosexuel. Et par ailleurs, ces parcours qui sont définis par Natasha Tchotchkiti prennent en compte la bisexualité aussi. Enfin, je veux dire, si on parle de parcours où des femmes ont des relations avec des hommes qui ne sont pas automatiquement des relations violentes, c'est aussi parce que la bisexualité existe et que c'est important d'en parler aussi et qu'un des enjeux pour certaines féministes, c'est de ne vivre que le pan lesbien de leur bisexualité parce qu'elles ont la possibilité d'être attirées par des femmes et donc du coup de choisir de ne relationner qu'avec des femmes, chose qui est plus compliquée si quand on ne ressent aucune attirance pour les femmes, parce que la question c'est absolument pas de se forcer à ressentir quoi que ce soit si c'est pas le cas en fait, et à minima d'être douce avec soi aussi, encore une fois c'est important en fait, la sororité ça s'applique à soi avant tout, donc voilà. Je pense que c'est important de préciser ça aussi. Et je reviens à ce que je disais, Ursula, sur le fait qu'une fois qu'on a commencé des relations
hétérosexuelle et qu'on est lesbienne, vraiment ce truc de on ne peut pas revenir en arrière, c'est vraiment un truc, je pense que beaucoup de familles lesbiennes ont vécu. Parce qu'il y a, oui, ce truc de il faut se décider entre 13 et 17 ans et ensuite il faut suivre. Et du coup, ça demande, déjà, quand on a toute sa famille qui a vu qu'on sortait avec des hommes, ça implique en fait un effort vraiment supplémentaire de revenir vers sa vraie orientation sexuelle et aller vers les femmes en fait. Ouais, ça demande un effort supplémentaire et du coup, ça explique aussi pourquoi certaines femmes retardent vraiment même quand elles se disent là, ça va pas, vraiment, je suis attirée par les femmes, ils vont retarder euh, vraiment l'expérimentation, l'expérience de relations lesbiennes. Oui, puis les parcours qu'on évoque dans leur globalité, enfin en tout cas dans leur majorité, c'est des parcours vécus en France, enfin quand on parle de nos expériences, en tout cas en majorité bien sûr. Et il y a une remarque de Kayla dans le chat qui dit qu'effectivement, c'est important de le préciser, il y a des pays où c'est même pas une question d'être mal vu, c'est juste que c'est puni, quoi, en fait. Ouais. Moi, je pense que justement, ça a été un grand frein pour moi parce que j'ai grandi en France, mais ma famille vient d'Amérique du Sud, du Pérou. Et clairement, j'ai été élevée dans la culture et la foi catholique. Et clairement, bon, je peux le dire, hein, j'ai une famille là-bas qui est assez homophobe. Et c'est sûr que c'est un frein, en fait, consciemment ou inconsciemment. On sait très bien que c'est quelque chose qui sera un objet de conflit ou même de rejet. Et ben, c'est sûr que ça n'aide pas à avoir, à pouvoir en parler quand on a 15-16 ans. C'est beaucoup plus simple quand on a déjà saisi, qu'on a cette force-là et avoir la possibilité enfin, qu'on a construit sa propre vie, en fait, tout simplement. Peut-être que quand on est adolescent, adolescente, c'est beaucoup plus compliqué. Mais j'ai vu dans le chat bien avant, au début de la table ronde, un commentaire qui était un rapport avec ce qu'on est en train de dire là, qui disait que dans le milieu lesbien, peut y avoir un rejet justement des lesbiennes qui se sont découvertes sur le tard. Et oui, effectivement, c'est possible. Comme dit Lauriane, le but, c'est pas de se forcer à être lesbienne si on est féministe, hein. C'est au contraire pouvoir permettre aux femmes d'aller vers leur skill. Alors, pour reprendre l'expression d'une autre militante à Oser le féministe qui s'appelle Lucie, je le rends matrimoine, qui fait un grand oui à l'intérieur de soi. Pour moi, c'est ça, en fait. De quelque chose qui vient de nous, de notre, de nous, du moi profond, quoi. Un truc vraiment positif, joyeux, voilà. Voilà. Pour moi, c'est ça, se découvrir lesbienne sur le tas. En tout cas, pour moi, ça a été ça. Ouais, c'est vraiment se redécouvrir soi-même, c'est un peu ça. Ouais. Et on En tout voit cas, de plus en plus de témoignages de femmes qui, qui vraiment ont accepté, vraiment très tard dans la vie, leur lesbianité. Et c'est jamais trop tard, en fait, aussi. C'est un peu ça le message. Si on a des questions, c'est qu'il y a un truc c'est qu'il y a quelque chose et qu'on a le droit de se poser des questions et même d'essayer d'aller voir des femmes pour essayer de se retrouver. et je vois qu'il y a un commentaire dans le chat ou de Alexine qui dit. Attendez, je remonte parce qu'il n'y a pas de petites souris, c'est un peu chiant. J'ai pas. Alors, si mes potes ne passaient pas leur temps à se moquer de moi quand je leur mentionnais mon attirance, ils auraient vite compris que j'ai mal l'hétérosexualité. J'ai pas l'impression d'avoir menti là-dessus. Et si j'avais été soutenue plus tôt, peut-être que j'aurais eu plus de courage d'inviter une femme à sortir avec moi. Au lieu de ça, je me suis m'en foutue pendant longtemps. Oui, je pense que. Alors, c'est pas tout à fait la même idée, mais ça la rejoint. Le fait de manquer de modèle aussi, ça fait que moi, à plein de reprises, par exemple, j'ai voulu, ou je l'ai fait en fait, hein, j'ai demandé à des filles de sortir avec moi, mais elles l'ont compris comme genre truc de pote en fait. J'arrivais pas à me faire comprendre étant donné que j'avais aucune représentation, alors que l'hétérosexualité, j'ai l'impression qu'on l'apprend depuis qu'on est né en fait. Donc c'est ouais, je pense. Et voilà, encore une fois, quand ça, on n'arrive pas à le mettre en place jeune, après, c'est comme si, hop, on avait raté le coche, quoi.
et que quelque part, après, ça demande pas mal de force de caractère, ou en tout cas, je sais pas, comment dire, de L'effort, oui, c'est fort. construction, ouais, voilà, de courage, de force, de dire non, c'est bon, j'arrête cette mascarade, et voilà quoi. Oui, oui, je pense en plus pour certaines femmes, par exemple, qui ont des enfants, qui sont mariées, qui font ces paralysation-là, en fait, ou qui sont en couple, ça demande encore plus de vraiment de refaire toute sa vie, en fait, en quelque sorte, pour pouvoir vivre la lesbianité. Donc oui, évidemment, c'est pas facile, en fait. Oui, un panel de dimensions, enfin d'entraves qui sont liées à la société et notamment économiques en fait. Quand on a vécu pendant des années avec un mari, qu'on a des enfants avec cet homme-là et qu'on se rend compte à un moment que effectivement qu'on est lesbienne ou bi et qu'on décide de changer, c'est compliqué quoi. Enfin, en tout cas, il y a tout puis sans parler du poids de la société, bien évidemment. Quand une femme part ensuite avec une femme alors qu'elle a une famille, enfin, oui, c'est clair que c'est lourd à porter quoi. Et oui, je reviens sur ce que tu disais, Ursula, sur le fait qu'on est éduqué à l'hétérosexualité, à la séduction hétérosexuelle, enfin, qui implique, qui est d'ailleurs très codifiée en fait dans la société. Et on ne sait vraiment pas comment séduire des femmes en fait. Et d'ailleurs, enfin, par exemple, je prends l'exemple du côté tactile en fait qu'on peut avoir, que les femmes ont entre elles, même quand elles sont amies. Et du coup, ça peut être difficile enfin, de faire, enfin, comment dire, de faire la distinction entre qu'est-ce qui est vraiment de la séduction et qu'est-ce qui est juste ce rapport un peu amical entre femmes. Donc, c'est toute des codes, des nouveaux codes à apprendre ou à inventer, en fait. Voilà, donc ça, c'était sur la pluralité des parcours lesbiens. À part si vous avez des choses à rajouter sur la Lauriane. Non, moi, c'est bon. Et ensuite, on a une autre question pour vous, donc sur le lesbianisme. Je vous la partage. Alors, la question, c'est, pour celles qui sont lesbiennes ou bisexuelles, est-ce que le féminisme a été important dans votre parcours lesbien? Oui ou non? Encore une fois, il n'y a que deux possibilités. Bon, important dans le sens que ça a été un élément de votre construction vers des relations lesbiennes, quoi. J'ai une écrasante majorité de oui. Ça m'étonne pas trop. Par hasard. Ce serait intéressant de voir, de poser cette même question à population, toute la population lesbienne pour voir, voilà, forcément, on est une association féministe, mais c'est intéressant de le savoir, je pense. Alors, est-ce que tout le monde a répondu? Moi, je vois pas. J'ai un petit bug, moi, je vois pas combien de personnes répondent, mais si vous avez l'info. 50% de vote là. Enfin, moi, c'est ce que ça m'affiche. Ok. Alors, si c'est bon pour tout le monde, si c'est pas encore bon, dites-le moi dans le chat, sinon je vais mettre fin au vote. Bon, je mets fin au vote et je partage les résultats. Donc 80 contre 20%. Ok. Donc 80% est de oui contre 20% de non. Ce serait intéressant d'avoir des femmes pour qui ça n'a pas été forcément très important dans le chat pour qu'on puisse comparer nos expériences, si jamais, ou d'ailleurs même pour celles qui ont dit oui, évidemment, hein. Pour toutes les femmes, vous pouvez partager votre expérience dans le chat. Il y a Aline qui témoigne d'avoir été lesbienne avant d'être féministe, notamment dans le chat. Et du coup, Aline, est-ce que c'est parce que tu as pu avoir accès à ton lesbianisme à l'adolescence? Est-ce que c'est pour ça? Enfin, tôt, quoi, du coup. Non, pas du tout. Ok. Ok, c'est intéressant. Bah, je pense qu'on va passer à la slide d'après.
Alors, donc féminisme et lesbianisme, c'est une longue histoire, une belle histoire. Et donc, la sororité, c'est une composante évidemment essentielle du féminisme, mais également du féminisme lesbien. Et comme le disait Tigress Atkinson, donc c'est reporter toutes nos forces créatrices, intellectuelles et affectives vers notre peuple de femmes. Et donc, il y a également eu un apport considérable des lesbiennes dans le mouvement féministe. Et donc, chez la Jeffries, dans The Lesbian Revolution, parle notamment de la création de ressources pour s'opposer aux violences masculines, notamment voilà, des centres d'accueil de femmes victimes de violences, tout type de voilà, des bouquins, des chaînes par exemple aussi la présence des lesbiennes dans le fait de partager des moyens d'avortement, de contraception, etc. Et également l'enrichissement de la culture féministe lesbienne avec des bars, des bibliothèques, des médiathèques, des cinémas, enfin vraiment un apport de lesbiennes à la culture féministe très très fort. Donc pour revenir au premier point, donc féminisme, lesbianisme et la part de la sororité, j'ai vu un commentaire dans le chat, je ne sais plus de qui disait que le féminisme lui a permis de ne plus avoir honte d'être lesbienne. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Je trouve ça intéressant. Moi, personnellement, ça m'a donné la possibilité déjà de partager, en fait, d'entendre des récits de femmes qui ressemblaient aux miens. Parce qu'autour de moi, j'avais pas beaucoup de... Personne ne parlait de ça, en fait, de cette un peu cette hétérocaptivité, tout ça, de découvrir ces concepts, de mettre un mot dessus, de choses que je ressentais, ça m'a vraiment beaucoup apporté. Bon, là, je fais la pub d'Osez Féminisme, mais bon, pour moi, en tout cas, c'est au sein d'Osez Féminisme que j'ai entendu ces récits-là et auxquels j'ai pu m'identifier. Donc, on revient encore une fois à cette histoire de représentation et d'identification. Et, et donc, comme je disais aussi avant, le féminisme a apporté le fait de déconstruire l'importance du regard masculin jusqu'à ne plus le ressentir ou très peu le ressentir. Et donc de voir en fait que pour moi, toujours de renouer en fait avec ces élans pour les femmes que j'ai toujours ressentis et qui n'étaient pas construits, à la différence de ce male gaze justement. Donc pour moi, le féminisme a une grande importance dans mon parcours lesbien. Bon, moi, rapidement, je suis entrée en féminisme en même temps que j'ai découvert que j'étais lesbienne, enfin, que j'avais vu ma première relation à 19 ans. Donc je pense que ça s'est coordonné, mais ça n'a pas été... Enfin, ça a été vraiment simultané, quoi. Mais par contre, ça a été costaud. Mais c'est vrai que c'est dans le mouvement féministe, c'est vrai, quand tu disais que l'histoire entre la. Alors, je suis là que l'histoire entre féminisme et lesbianisme est longue, enfin, elle est aussi très mouvementée parce que enfin, les premiers mouvements féministes étaient d'ailleurs, même s'il y avait énormément de lesbiennes dedans, étaient plutôt hostiles en fait au début à la visibilité lesbienne, aux féministes vraiment qui osaient se dire lesbiennes. Et c'était d'abord, enfin, c'était vraiment les féministes lesbiennes qui étaient les premières à critiquer l'hétérosexualité comme norme, comme système politique de domination. Et si avant, des féministes lesbiennes critiquaient le mariage ou d'autres institutions de domination des femmes, c'était vraiment les lesbiennes qui ont permis d'enrichir réellement enrichir la pensée et la théorie féministe avec des concepts qui existaient avant. Et d'ailleurs, elles ont dû vraiment se battre au sein des mouvements féministes pour pouvoir exister, exister de façon visible et pas, et, oui, de façon visible. Et c'est vrai que, que la lecture des féministes lesbiennes, pour moi, c'est très important dans ma construction. De vraiment voir comment elle définissait le lien entre leur lesbianisme et leur féminisme et comment elles se sont battues en fait pour sortir de l'invisibilisation. Et on doit beaucoup en fait aujourd'hui aux féministes lesbiennes. J'ai vu que dans le chat, il y avait quelqu'un qui mentionnait l'apport des lesbiennes au MLF. Bien sûr, hein, c'est des grandes figures du féminisme lesbien
qui étaient dans les MLF, notamment Christine Delphi, Monique Wittig et bien d'autres. Et on voit au moment où il y a eu le dépôt de la gerbe de fleurs pour la femme du soldat inconnu, une grande partie des femmes présentes étaient lesbiennes. Et pourtant, on parle, la femme du soldat inconnu, on parle de la femme hétéro, et pourtant les lesbiennes ont toujours été là dans la lutte pour la contraception et l'avortement aussi, alors que, de toute évidence, ça ne les concernait pas directement, mais ouais, les lesbiennes, à travers le mouvement féministe, se sont battues pour toutes les femmes. Et j'ai vu également que quelqu'un citait les Gouines Rouges dans le chat, tout à fait, voilà, le groupe lesbien du MLF. Ouais. Et oui, en fait, il y a aussi ce que dit Adrienne Rich, qui du coup, c'est elle qui a vraiment conceptualisé la contrainte à l'hétérosexualité. Il dit que la critique de l'hétérosexualité comme la norme, comme le destin sexuel des femmes, c'est pas juste pour les lesbiennes, en fait. Que ça aide aussi les femmes hétérosexuelles à, à analyser leur rapport avec les hommes. C'est pas juste pour les lesbiennes, en fait, les analyses des féministes lesbiennes. Enfin, au-delà de tout ce qu'elles ont fait concrètement, quand je pense aussi au lieu de refuge pour les femmes victimes de violences ou autres. Absolument. Je pense qu'on peut passer à la suite. Donc là, on passe à la dernière partie sur les joies du lesbianisme. Et Lauriane, je te laisse. Oui, donc un autre extrait de mon témoignage que j'ai pris plaisir à écrire parce que notamment il m'a permis de poser les mots aussi sur ce que je ressentais, à savoir de découvrir par les délices du regard ce que les mots ne savent pas dire quand deux femmes s'aiment pour la première fois. Je redécouvre la pudeur des premiers frissons de plaisir, je découvre une sexualité épanouie dans laquelle deux femmes s'aiment véritablement. Et oui, je pense que ça a été important. En tout cas, ce parcours cette démarche d'écrire mon témoignage, en tout cas, j'en profite pour le placer ici, a été vraiment précieux, à la fois, encore une fois, pour déjà parce que c'est important de témoigner et de dire les belles choses, mais aussi de dire les douleurs. Je fais un petit aparté parce que ça a été dit dans le chat aussi. On ne l'a pas évoqué, mais j'en parle brièvement. Les difficultés entre lesbiennes, ça existe aussi, et c'est important que ce ne soit pas une omerta, mais ça, je vous laisserai le découvrir aussi dans les témoignages. Enfin, il y a plein vraiment de parcours différents. Et donc, voilà, c'est une chose importante à dire, et je ne vais pas m'étendre là-dessus non plus parce que c'est un peu la conclusion de notre webinaire, donc on va rester sur une note joyeuse. Donc ça a été... Merci pour vos petits mots. Voilà, j'en perds mes propres mots, mais en tout cas, ça a été un horizon qui s'est ouvert pour moi, en fait, de découvrir ce que c'était que d'avoir des relations avec des femmes, et ce que ça voulait dire d'égalité, ce que ça voulait dire de désir partagé et pas imposé, et de poésie aussi, en fait. Donc vraiment, je vous encourage à faire la même chose si ce n'est pas déjà fait, en fait, d'écrire ce que ça vous apporte, tout ça, quoi. Et je vois qu'il y a plein de petits mots et de poèmes qui naissent dans le chat, donc c'est super. Oui, donc c'est notre dernière partie. C'est vrai qu'on a parlé de choses difficiles jusque-là, de la lesbophobie, de la contrainte à l'hétérosexualité, de la lesbophobie intériorisée qui aussi mine beaucoup les relations amoureuses entre femmes, parce que le patriarcat, contrairement à ce qu'on pourrait croire, s'immisce aussi dans les relations entre femmes. Et on finit plutôt sur une note positive. Donc, on parlait des joies du lesbianisme. Donc là, je sais je sais pas si ça va marcher, mais si vous revenez sur le lien du nuage de mots,
Ou sinon, vous pouvez mettre les mots dans le chat. Donc, la question, c'est que t'apporte ton lesbianisme. Donc, si vous arrivez à vous connecter, vous pouvez mettre les mots ou sinon, vous les mettez dans le chat et vous pouvez les mettre. Voilà, si vous n'y arrivez pas, mettez-les dans le chat et si vous pouvez juste me les lire, Widad ou Lauriane, et je les tape. Ok. Bien-être, confiance, fierté, sororité, amour de moi-même, compréhension, plaisir, joie, liberté, espoir, c'est magnifique, épanouissement, joie encore, être soi-même, joie, plaisir, joie, espoir, force, bonheur, amour, alchimie, compréhension, connexion, feu d'artifice, complicité, c'est vraiment un feu d'artifice pour le coup, fusion, lien, douceur, papillon. Voilà, on a des larmes d'Emma. Développement personnel, jouissance d'être moi-même, sourire, sécurité, frisson. Tendresse, apaisement. Sérénité. Être heureuse. Créativité. Amour. Tout à inventer. Ouais. Ok, bah, je pense qu'on peut arrêter là parce qu'il y a pas mal de mots différents déjà. Alors, si je ne me trompe pas, celui qui est le plus... les deux qui sont le plus revenus, c'est sororité et amour. Je trouve que c'est une belle définition du lesbianisme, amour et sororité. Mais il y a plaisir aussi qui Ouais, et joie. entend. Ça mérite de faire une petite capture d'écran pour C'est clair, je vais le faire. garder un petit souvenir. Merci pour vos réponses. Merci pour vos réponses. Je pense que pour rebondir sur ça, c'est vrai que c'est extrêmement comment dire, épanouissant et nourrissant, je sais pas, totalement libérateur et joyeux, ouais, vraiment de partager en fait l'amour avec une femme parce que c'est aussi une sœur. C'est ça qui est formidable. Je pense qu'on va passer à la slide d'après, je crois qu'on parle de ça. Du coup, là, c'est vraiment par rapport à ce que ça nous apporte vraiment de désirer et d'aimer le corps d'une femme. Vraiment, on trouve que ça change même la façon avec laquelle on perçoit nos propres corps. C'est-à-dire quand on désire et qu'on aime et qu'on apprécie tout le corps d'une femme, on apprend aussi à regarder son propre corps avec amour, avec tendresse, avec fierté. Et c'est quelque chose qui revient beaucoup. C'est vraiment le fait d'avoir les mêmes, nos corps de femmes, de les désirer, de les aimer. Ça nous met on va à l'encontre de ce que le patriarcat nous dit, nous demande d'être par rapport à nos corps et on arrive en appréciant le corps et en aimant le corps d'une femme à aimer le sien aussi. Ursula et Lauriane, je vous laisse compléter. Bon, je suis parfaitement d'accord avec ça. Et effectivement, c'est vrai que dans un monde où on est biberonné à avoir honte et à détester nos corps, c'est vrai que c'est un beau pied de nez. Et comme je le disais dans le chat, c'est la plus belle réponse qu'on peut faire, en fait, de se passer d'eux et d'essayer d'échapper à ce monde qui nous préfère morte que vivante, quoi, en fait. Je pense qu'on est tellement conditionné et uniformément en société réifiée et réduite au statut d'objet que d'être là, sujet avec sujet enfin, et
je vais reprendre une expression de Andrea Dworkin, notre chère Andrea Dworkin, où elle disait que elle parle de pornographie, où elle dit que évidemment la pornographie, aucun être humain qui a des rapports sexuels avec d'autres êtres humains en tant qu'être humain, ça n'a pas de sens que de rechercher ces contenus-là, mais que si deux personnes qui font l'amour entre personnes, et disaient de façon quadridimensionnelle, si on ajoute la dimension mystique, mais en tridimensionnelle, si on reste dans quelque chose de plus terre à terre, c'est ça une vraie sexualité de personnes heureuses en fait, et pas heureuses dans le sens voilà, qui sont ensemble et pas dans un truc de simplement la façon de voir la sexualité comme voilà, je l'ai baisé, voilà, un truc de en fait on prend quelque chose à quelqu'un quand on a un rapport sexuel avec elle, plutôt que à faire l'amour ensemble comme deux êtres humains, quoi. Et donc effectivement d'avoir pas le même corps, parce qu'évidemment on a des corps différents, ils sont pas tout à fait pareils, mais le même corps, la même sexuation, les mêmes attributs, ça change tout, parce qu'effectivement là en fait on a cette possibilité de se sentir proche l'une de l'autre, que forcément quand on a un rapport sexuel avec un homme, c'est pas pareil, on n'a pas cette proximité, ces expériences corporelles communes aussi, voilà. Et il y a même je dirais un effet miroir en fait qui se fait justement parce que comme si un peu on aimait une partie de nous euh, chez nos amoureuses en fait, et qu'on arrive à nous aimer du coup. Et c'est quelque chose qui revient un peu aussi dans la littérature lesbienne. Je pense à Audre Lorde qui dit ça d'une de ses amoureuses, un peu comme si elle a vu une partie d'elle chez cette femme, et en aimant en fait cette femme, elle a pu aussi aimer, et a pu s'aimer. C'est ça très beau. Ensuite, à part si vous avez des choses à dire. Donc là, on passe vraiment sur la partie émotionnelle. Donc évidemment, on est des femmes, on partage beaucoup de choses, beaucoup d'expériences dans le patriarcat, mais en tant que dans toutes les oppressions qu'on subit, mais aussi des expériences communes. Et ça fait du coup on voit très bien qu'on a des connexions émotionnelles et amoureuses qui sont vraiment très très profondes avec nos amoureuses. Et d'ailleurs, parfois, c'est c'est même trop, ça va trop vite, ou c'est juste tellement profond, très très vite. Donc, c'est quelque chose que beaucoup de femmes lesbiennes vivent. Et c'est vraiment une aussi des joies du lesbianisme d'arriver à se comprendre et de s'aimer vraiment très profondément. Oui, je pense qu'il y a tellement de choses qu'on n'a pas besoin d'expliquer, comme l'expérience commune qu'on a globalement toutes vécues. Et ouais, ça, il y a on va voir après un extrait, je spoil un peu, de Portrait de la jeune fille en feu, et je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est vraiment très bien montré dans ce film, du regard, ou enfin des choses qui n'ont pas besoin d'être expliquées en fait du tout. Voilà. Mais c'est vrai on remarque aussi que dès que quelque chose ne va pas, dès que la moindre micro-émotion dans le visage de son amoureuse, on arrive à le détecter très rapidement, et et je pense que c'est vraiment quelque chose de spécifique aux lesbiennes, parce que on a tellement un degré, je crois, de sensibilité à l'émotion de l'autre, qu'on arrive à le ressentir beaucoup plus vite, et c'est vraiment quelque chose d'important. C'est propre à nos émotions, parce qu'on est des femmes aussi, en fait, et surtout, c'est clair. En fait, on a tellement... on est sociabilisé, et on ressent, c'est un fait, on est sociabilisé à l'empathie, hein, et donc c'est des avantages, avec tout ce qui est
l'identification aux hommes et donc l'empathie qu'on peut ressentir pour les hommes qui, parfois, eux, n'en ont absolument pas pour nous. Mais à l'inverse, entre femmes, en fait, il y a cette connexion plus profonde grâce à cette empathie-là qui est cultivée, en fait, entre nous par l'amitié quand on est enfant, l'adolescence, etc. Et ensuite, donc, dans l'amour lesbien, quoi. Ensuite, on remarque aussi que, on a des relations plus égalitaires, en tout cas que les relations avec les hommes, parce que il n'y a pas déjà ce rapport de domination automatique presque avec les hommes, où on rentre dans des cases qui sont déjà prédéfinies. Les relations lesbiennes, c'est vraiment des nouvelles constructions en quelque sorte. Et donc, on va avoir un partage plus équitable en fait dans tous les aspects de nos vies, dans la prise de décision, dans les tâches ménagères, dans la sexualité aussi en fait. Donc vraiment, il y a ce truc de partage réellement qu'on va retrouver dans les relations lesbiennes. Oui, alors il y a quelqu'un qui dit dans le chat qui n'est pas d'accord avec le rapport de domination. Ça ne veut pas dire que chaque relation hétérosexuelle aura un rapport de domination dans le sens violence, mais toutes les relations hétérosexuelles s'inscrivent, en fait toutes les relations tout court, hein, s'inscrivent dans le cadre du patriarcat qui structure de la domination masculine au niveau sociétal. Et cette structure sociétale, elle est présente en fait, quoi qu'on... Après, les relations entre individus, elles sont à géométrie variable évidemment, mais cette structure-là, elle ne peut pas se changer au niveau individuel, quoi. Donc c'est vrai que il y a toujours un impact de la société patriarcale sur toutes les relations, quelles qu'elles soient. Et oui, relation égalitaire, pour revenir encore une fois au portrait de la jeune fille en feu, moi, je n'avais jamais vu avant un film où en fait la construction de l'attirance, tout ça se fait d'une façon si égalitaire et si partagée, ouais, c'est subtil. Nous, le modèle qu'on nous a appris à regarder, c'est le mec qui empoigne la meuf, et donc voilà, à accepter en fait cette inégalité, cette passivité des femmes en permanence. Et après, bon, effectivement, au niveau des tâches ménagères, des finances, etc., on n'a pas besoin, je pense, de vous le redire, mais bon, structurellement, on le voit dans les chiffres, hein, c'est encore très, 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 très inégalitaire dans les couples hétéros. Et je dirais, pour revenir sur la sexualité, il y a des études qui montrent que les lesbiennes ont plus accès du coup à la jouissance que les femmes hétéros ou même que les hommes hétéros, je crois. Mais en tout cas, bon, les femmes hétéros, c'est sûr. Il y a évidemment la connaissance du corps, on connaît notre corps et donc, pas forcément, en général, on sait comment fonctionne le corps d'une femme. On sait que le clitoris, ça a été long pour le découvrir, hein. C'est encore pas très découvert par le patriarcat et par les hommes. Mais bon, oui, je pense que c'est... structurellement, en tout cas, on part en fait sur une structure égalitaire sociétalement, on part pas sur une structure égalitaire sociétalement dans une relation hétéro. Ensuite, le petit passage.
J'arrive. Alors, Si vous voulez commenter. ouais, évidemment, c'est... Bon, je ne vais pas spoiler le film non plus, mais bon, c'est un film d'époque, donc c'est l'époque où c'était impossible de vivre en relation lesbienne, mais en tout cas, c'est un beau film, encore une fois, qui, je sais pas, qui montre une belle complicité entre femmes. Ouais, une vision assez juste du désir lesbien, je trouve. Bon, évidemment, Céline Sciamma est lesbienne, ça aide. Mais voilà, je vous invite à le regarder si vous ne l'avez pas vu. Mais bon, je pense qu'on est beaucoup à l'avoir vu, forcément. Il a fait un carton. Mais voilà. En fait, ce qui ressort aussi, c'est la douceur, je trouve, dans ce film. Enfin, c'est quand même complètement en contradiction avec enfin, les rapports de séduction, souvent dans les films, enfin, la majorité des films, où il y a un côté vraiment de. Enfin, en tout cas, dans les scènes de sexe, où vraiment l'homme la prend, la met sur le mur, et c'est censé. Enfin, il y a une certaine agressivité, je trouve, en fait, dans les rapports, enfin, dans les relations sexuelles telles montrées dans les films. Oui, et puis un truc très animal, alors que là, Oui, c'est ça. elle se parle. C'est C'est ça. vraiment, C'est j'ai tout ça. pas vu beaucoup ça, en fait. Elle se parle, il y a un dialogue, ouais. Moi, il y a une douceur, en fait, et pas enfin, ce truc qu'on voit beaucoup dans les films, où c'est censé vraiment représenter la passion. Donc, non, la passion, c'est pas obligatoirement on jette quelqu'un enfin, sur un canapé. Voilà. Oui, et puis en plus, il y a enfin, il y a une véritable égalité entre les personnages. Bon, déjà, c'est que des personnages de femmes, donc c'est tellement rare que ça fait plaisir aussi. Enfin, et même avec le personnage de la servante qui finalement enfin, est placée sur un pied d'égalité. Enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué cette dimension aussi de sororité qui est hyper importante dans le film, quoi, et qui fait vraiment du bien. Oui, complètement. Le personnage de la servante est, un des personnages pour moi les plus importants du film, Ouais, vraiment. merci. C'est vraiment une très belle dynamique qui est montrée. Je vois que dans le chat, il y a des personnes qui parlent du fait que la lenteur du film a été critiquée par des personnes de l'entourage à qui ils ont voulu montrer. Oui, c'est un film qui sort complètement des codes. Bon, après, c'est propre au cinéma d'auteur aussi. Hein. C'est assez fréquent que les films d'auteur soient considérés comme lents quand ils marchent, en fait. Parce que quand c'est un public qui n'est pas habitué, qui va plutôt regarder des films d'action, etc., oui, bah, c'est sûr que c'est plus lent, mais c'est complètement un autre style, un autre genre. Mais pour revenir au truc de la passion, là, que tu disais, Widad, en fait, c'est parce on nous apprend ou on nous propagande dans la tête, en tout cas, à confondre cette passion, en tout cas à l'analyser la violence sexuelle comme de la passion, en fait. Voilà. Donc, du coup, c'est censé être pour nous flatteur Merci. de provoquer de la violence sexuelle. Mais bon, c'est vraiment
passer de la culture du viol, quoi, tout simplement. En fait, c'est la passion présentée comme quelque chose d'agressif, forcément. Ouais, voilà, Et, tout à fait. enfin, la personne, souvent, dans le rôle de celui qui est le plus agressif, évidemment, c'est l'homme. Hein. Du coup, c'est... Alors que pour moi, ce film montre bien une très forte passion à travers le jeu des regards, enfin, toutes ces non-dits, mais on voit qu'elles se comprennent. C'est, voilà, c'est une passion en dehors des codes patriarcaux. Ouais, et puis c'est un film qui invite c'est clair, à prendre le temps et à regarder vraiment, en fait. Parce on est baigné de, comme le dit l'une d'entre vous dans le chat, on est baigné par le flux H24 de la fibre optique, c'est vraiment ça, quoi. Enfin, on est abreuvé d'images en permanence qui changent, enfin, je sais pas combien d'images par seconde. Et là, je pense que le parti pris, c'est vraiment de prendre le temps de regarder, comme de prendre le temps de ressentir les choses, en fait. Je pense que c'est pour ça aussi, et le fait qu'il y ait très peu de musique dans ce film, ça participe à ce qu'on perçoit de lenteur, mais c'est vrai que c'est clairement un parti pris, et c'est ce qui fait la force du film aussi, je trouve. Oui, tout à fait. Puis le moment où il y a une musique, elle est extraordinaire. Il faut... Même la musique, ce n'est pas dans les codes. Et du coup, je pense que la dernière partie, celui-là. Ouais, alors donc dans l'importance du matrimoine lesbien, effectivement, on a parlé de l'importance des références identifiées, etc., qui sont extrêmement importantes pour la possibilité lesbienne, le fait de se penser lesbienne, et qui sont souvent donc les références culturelles pardon, le premier contact au fait lesbien. Je me rappelle de quand j'étais ado, c'était Willow et Tara dans Buffy. Hein, pour les trentenaires, je pense que vous voyez de quoi je parle. Mais je pense que c'est effectivement très important. Ça revient beaucoup dans le discours et dans les échanges qu'on peut avoir entre femmes lesbiennes. Et donc, je vous invite à partager autant que possible les matrimoines lesbiens, à regarder des films qui montrent des relations lesbiennes. Là, on voit bien qu'en ce moment, dans la chanson française, il y a quand même pas mal de chanteuses lesbiennes, c'est génial. Je sais qu'à mon époque, ça n'existait pas. Toutes les chansons d'amour étaient entre un homme et une femme. Et donc, de donner des possibilités culturelles, voilà, des personnages, des récits, en fait, d'histoire lesbienne, ça donne la possibilité aux femmes de se penser lesbiennes. C'est très important. Et donc, n'hésitez pas à suivre sur notre compte Instagram également le lundi matrimoine lesbien. Tous les lundis, on poste l'histoire d'une femme lesbienne et son parcours. Et donc, également la participation à des événements et des groupes de rencontres lesbiens qui sont des espaces privilégiés pour partager notre réalité et être au monde en tant que lesbienne. Il y a des événements 100% lesbiens qui existent depuis les années 70-80. Si je ne me trompe pas, je pense que oui, là, tu sauras mieux que moi. Mais voilà, ça. Et aussi, bon là, avec le Covid, malheureusement, tout est un peu repoussé, mais c'est aussi des événements intéressants. Nous, on a notre Feminist Camp 2 fois par an en temps normal qui a lieu. Donc, évidemment, il n'est pas en non-mixité lesbienne, mais il y a le groupe Lesbifem qui peut se retrouver en non-mixité lesbienne. Et donc, c'est l'occasion pour vous inviter, si ça vous intéresse, à nous rejoindre dans le groupe Lesbifem pour les femmes lesbiennes et bi. Si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez juste envoyer un mail à militer@oserlefeminisme.fr. Je vous le tape dans le chat, mais voilà, si vous voulez militer sur ces sujets-là, avec grand plaisir. Oui. Par ailleurs, ouais, pardon, excuse-moi, oui, Dad, vas-y. Non, vas-y, pardon. Non, je disais si par hasard, parmi vous, il y en a qui ont la fibre de cinéaste ou de chanteuse ou de musicienne ou qui travaillent déjà à la visibilité lesbienne, n'hésitez pas à partager ou à imaginer des scénarios dont on a besoin pour le cinéma notamment, et surtout des scénarios qui ne mettent pas en danger les actrices, enfin, qui soient respectueux et respectueuses des femmes, c'est important aussi. Et oui, pour revenir à ce que tu disais, celui-là, c'est vrai qu'il y a enfin, en tout cas, moi, je ressens vraiment un bonheur à consommer des contenus lesbiens. Enfin, quand je regarde une série et il y a un personnage lesbien, je suis aux anges. Et je pense que c'est très important, enfin, au-delà du matrimoine, dans le sens vraiment enfin,
de, de l'écriture autour du lesbianisme. Je pense notamment au matrimoine féministe lesbien qui est aussi très important, mais même les romans, enfin lesbien d'ailleurs ça manque cruellement. Enfin pour trouver un roman où les personnages sont lesbiennes, je pense c'est un combat. Et il y a vraiment oui une joie à lire et à regarder des contenus lesbiens, mais aussi à se retrouver entre lesbiennes. Et c'est quelque chose de très important. Et c'est quelque chose que oui, dès le début, enfin, les femmes lesbiennes ont essayé de construire des endroits, des clubs de lecture, des bars pour se retrouver entre elles. Parce qu'en fait, on est quand même euh, enfin, avec la lesbophobie, avec la contrainte à l'hétérosexualité, on est par définition à l'écart, en fait, et se retrouver entre nous pour se partager nos expériences, c'est très important et c'est une source de joie, du coup, pour nous, lesbiennes. Oui, la non-mixité aujourd'hui est un combat à mener au quotidien pour se retrouver entre nous. C'est important de créer ces espaces-là et de les protéger. C'est encore plus difficile avec la pandémie parce que du coup, il n'y a plus de bars lesbiens, il n'y a plus d'événements vraiment lesbiens. Et ça peut être compliqué, on peut se sentir isolé parfois. Donc, c'est important de veiller sur la survie vraiment des endroits lesbiens et d'y aller quand ça rouvrira. Et oui, je vous invite aussi, comme cela, si vous souhaitez militer donc, sur les enjeux lesbiens, de rejoindre le groupe donc, qui travaille sur ça chez OLEF, donc le groupe Lesbifem. Et pardon, je ne sais plus qui j'ai interrompu, désolée. Ah, c'était moi, mais ah oui, c'était pour lancer une bouteille à la mer si vous voulez créer un bar lesbien à Strasbourg. Faites-le, il n'y en a pas, c'est la galère. Donc, je fais un appel. Et on finit sur une belle citation. Belle citation d'Andrea Dworkin, très grande féministe. Cet amour des femmes, c'est la terre dans laquelle ma vie est enracinée. Évidemment, Andrea Dworkin était lesbienne. En plus d'être une femme absolument brillante et fondatrice pour le féminisme radical. Et féminisme tout court d'ailleurs pour les femmes. Voilà, merci beaucoup à toutes d'avoir participé à cette table ronde. J'en profite aussi pour faire un petit placement de compte Instagram qui fait du bien parmi tant d'autres. Je vous en cite un, mais d'une illustratrice dont le pseudo Instagram est Sérénité Rêvée, sur lequel vous pouvez trouver des illustrations de femmes de tous horizons, de toutes les formes, de toutes les couleurs, de tout ce que vous voulez, qui sont, comme le nom du compte l'indique, dans une paisible sérénité et qui fait vraiment du bien à voir. Donc n'hésitez pas à vous faire du bien là-dessus si vous avez Instagram. Voilà, je vous l'ai réécrit dans le chat, mais en tout cas, voilà, merci pour tous vos partages de comptes et de ressources, c'est vraiment super. Et merci d'avoir suivi cette table ronde. Merci à toutes. Merci du coup Ursula et Lauriane. Merci, oui, Widad et Lauriane, merci beaucoup. Je vous ai aussi mis le lien de l'Instagram Sérénité Rêvée dans le chat avec l'URL. Yes. Il y a tellement de messages que c'est perdu. Il y a un compte qui est super qui s'appelle Are Lesbians Everywhere qui reprend des œuvres de toute l'histoire de l'art où qui figurent des femmes parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on voit des femmes entre elles, on pense que c'est des amies, mais la question c'est sont-ce des lesbiennes? Donc je trouve que ce compte est vraiment génial. Donc Are Lesbians Everywhere et voilà. Et donc Sérénité Rêvée, comme vous l'avez dit Lauriane aussi. Merci à tous d'avoir fait vivre la conversation durant la table ronde et d'avoir échangé. Enfin, c'était vraiment top. On n'a pas pu revenir sur tous les